Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S1009 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 15 mai 2025. Cette semaine, dans le Flash Actu, Lumix lance 2 boîtiers et une nouvelle optique. DJI annonce le Mavic 4 Pro et Visa pour l'image commence à dévoiler la programmation de son édition 2025. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Quelques semaines seulement après le lancement du Lumix S1R2, à qui on a consacré une émission spéciale il y a très peu de temps, Panasonic continue le renouvellement de sa série de boîtiers full frame Lumix S1 avec le lancement de 2 nouveaux modèles. Le Lumix S1 II et le Lumix S1 IIe. Le Lumix S1 II exploite, et c'est une première chez Panasonic, un tout nouveau capteur de 24 millions de pixels CMOS semi-empilé qui est associé à la nouvelle génération de processeurs d'image Venus Engine. Cette technologie va évidemment en faveur des vitesses d'enregistrement, aussi bien pour la photo que la vidéo. Le boîtier propose par exemple de la 4K 120p et de la 5,8K 60p. En rafale, il monte jusqu'à 70 images par seconde et intègre la fonction de prédéclenchement. L'OpenGate est de la partie est accessible jusqu'au format 5,1K 60p. La fonction Dynamic Range Boost offre, elle, une dynamique de 15 IL en Vlog et ce jusqu'au 30p. Le Lumix S1 IIe exploite pour sa part un capteur CMOS plus conventionnel de 24 millions de pixels. Il reprend la majorité des innovations ergonomiques et technologiques proposées sur les S1 II et S1R2. En vidéo, on retrouve l'OpenGate jusqu'au 6K 30p. Le Lumix S1 II est proposé nu au prix de 3 499 € et le Lumix S1 IIe est proposé lui au prix de 2 799 €. Ils seront disponibles dans le courant du mois de juin et pour rappel, le Lumix S1R2 est pour sa part positionné au prix de 3 599 €. A noter que jusqu'au 31 mars 2026, les boîtiers Lumix Full Frame intègrent désormais une garantie de 5 ans. Pour accompagner le lancement de ces nouveaux boîtiers, Panasonic lance également une nouvelle optique en monture L, un Lumix S 24-60 mm f2.8 constant. Il s'agit d'un zoom transstandard qui a la particularité d'être particulièrement compact et léger, avec moins de 10 cm de long et moins de 550 grammes sur la balance. A noter que sur cet objectif, il est possible pour la première fois de changer la destination de la bague de mise au point manuelle et d'attribuer à une autre fonction, comme par exemple l'ouverture ou la correction d'exposition. Son prix sera de 999 € et il sera également disponible au mois de juin. DJI vient d'annoncer la version 4 de son drone Mavic Pro. Au programme, un drone disposant d'une autonomie de vol jusqu'à 51 minutes, capable de monter à 90 km/h avec une plage de vol de 41 km. Des technologies de vol de pointe avec notamment la présence d'un capteur LiDAR et la vision omnidirectionnelle de nuit avec une sensibilité de 0,1 lux pour éviter les obstacles ou encore l'Active Track 360 pour le suivi du sujet. Une technologie de transmission vidéo HDR 10 bits avec une portée de 30 km, un stockage interne de 64 gigaoctets, pouvant monter à 512 gigaoctets avec le pack Creator Combo associé à la fonction Quick Transfer 80 MO par seconde en Wi-Fi 6. Et enfin, un gimbal Infinity qui permet de faire des rotations sur 360 degrés ou de monter jusqu'à 70 degrés vers le haut. Côté captation, le Drone Star de DJI affiche de la 6K 60p HDR 16 IL, de la 4K 120p, le 422 10 bits, le All Intra et les profils log sur la version Creator Combo. On retrouve le triple module caméra signé Hasselblad, avec le module principal grand angle CMOS 4 de 100 millions de pixels associé à un équivalent 28 mm f2. Un module télé CMOS 1 sur 1,3 pouces de 48 millions de pixels associé à un équivalent 70 mm f2.8 et un module long télé CMOS 1 sur 1,15 pouces de 50 millions de pixels associé à un équivalent 168 mm f2.8. Nous avons demandé à Baptiste Soto du réseau de boutiques spécialisées Fox de nous partager ses premières réactions suite à l'annonce de ce nouveau drone et de nous parler du marché du drone en France à l'heure actuelle.
Alors, sur le marché du drone, on va dire, on va avoir le cœur du marché du drone qui est celui des amateurs avertis, celui des semi-professionnels ou des professionnels qui n'ont pas forcément des besoins énormes, qui est tout le marché, on va dire, entre 500 et 2000 euros. Et là, on commence à avoir des très, très beaux produits, hein, comme le Mini 4 Pro, par exemple, chez DJI, typiquement, mais aussi le R3S et d'autres produits. Et après, on a le marché pro. Alors, le marché pro, la barrière, elle est très simple. Heu, le marché purement pro, c'est celui à partir duquel il faut des formations qui sont reconnues par la Direction générale de l'aviation civile, donc c'est-à-dire tous les drones à plus de 250 grammes, dont fait partie le Mavic 4 Pro. Le cœur de marché se porte très bien, avec, des nouveautés très régulièrement apportées par DJI. Le marché pro il est très variable, il est très dépendant de la nouveauté. C'est vrai que quand un nouveau produit arrive, et c'est ce qui arrive avec le Mavic 4 Pro, ça fait immédiatement beaucoup de demandes et beaucoup d'attentes sur les produits. Et c'est vrai qu'après, ça se tasse un petit peu avec le temps. Le DJI Mavic 4 Pro est déjà disponible et proposé comme d'habitude en plusieurs versions ou packs. Il est proposé en kit complet à partir de 2100 euros. Le pack Fly More est proposé à 2700 euros et le pack Creator Combo à 3500 euros. Et pour terminer, du 30 août au 14 septembre prochain se déroulera l'édition 2025 du festival Visa pour l'image, la 37e édition, dans la ville de Perpignan et toujours sous la direction de Jean-François Leroy. Ce festival a pour ambition de montrer le meilleur du photojournalisme avec des travaux nuancés, vérifiés, provenant du terrain et non des réseaux sociaux et réalisés par des humains et non des IA génératives. Cette année, ce sera pas moins de 25 expositions qui seront proposées en accès libre au public et toujours de grandes soirées de projection durant la semaine professionnelle du 1er au 6 septembre au Campos Santo. Les organisateurs ont commencé à dévoiler une partie de la programmation de cette édition. Parmi les photographes exposés, on peut citer par exemple Brent Stirton qui présentera Virunga, sentant un travail documentaire au long cours sur le plus vieux parc national africain qui abrite une population de gorilles et de grands troupeaux d'éléphants et qui est en perpétuel état de siège face à des groupes terroristes, milices locales ou armées rebelles soutenues par le Rwanda voisin qui convoite ses richesses naturelles. Georges Steinmetz est l'ultime volet de son projet intitulé Nourrir la planète qui met en lumière, depuis le ciel et plus de 50 pays, les conséquences de la production alimentaire et son ampleur. Ou encore Caroline Van Houten et son reportage sur la guerre contre l'État islamique en Somalie. L'ensemble des 15 premiers photographes exposés est à retrouver sur le site officiel du festival visapourlimage toutattaché.com. Voilà pour l'actualité cette semaine. Bon, je vous promets que c'est un hasard de ouf que l'on reçoit Romain aujourd'hui. Bon, Lumix surprend tout le monde quelques semaines après seulement le lancement du S1R2. Voilà deux nouveaux boîtiers qui arrivent et alléluia, mon cher Benjamin, enfin un nouveau capteur un petit peu excitant, semi-empilé donc. Alors nouveau peut-être pas parce qu'on a vu récemment sur le Nikon Z6 III le premier capteur semi-empilé du marché sur un boîtier plein format de 24 millions aussi. De là à dire que c'est le même, on n'ira pas jusque-là parce qu'en général les constructeurs sont très opaques sur ce genre de caractéristiques et leur provenance. Néanmoins c'est super intéressant. On aurait peut-être espéré, on l'a dit d'ailleurs pendant l'émission qu'on a consacrée au S1R2, avoir un capteur de cette nature sur ce boîtier à forte définition, mais on a expliqué aussi que ça permettait de maintenir un prix plus abordable, donc c'était pas totalement délirant. Donc effectivement, voir l'arrivée de cette technologie-là, c'est une super bonne nouvelle. Ça peut l'être notamment en vidéo pour contenir le rolling shutter ou en photo aussi pour faire de l'action rapide. Donc oui, oui, c'est vraiment une excellente nouvelle. Je crois que le tarif est vraiment positionné en face au Z6 III. Mm. Ça fait en tout cas un positionnement qui paraît assez pertinent. Et ce Lumix S1 2E, Romain, qu'est-ce que tu en penses? Ça fait vraiment une belle montée en gamme maintenant sur la série des S1, en seconde génération évidemment. Ouais, ouais, bien sûr. Et ce qu'on aime voir aussi, c'est que Lumix écoute, comme d'habitude, ses utilisateurs et ses ambassadeurs. On voit des choses arriver comme le false color,
Ça, c'est vraiment des options qui sont vraiment excellentes intégrées au boîtier. Donc, pour rappel, le false color, ça permet d'avoir un affichage avec plusieurs couleurs, pardon, et qui vont vous indiquer quelles sont vos zones qui sont surexposées, sous-exposées. Enfin voilà, c'est pour contrôler son exposition. Et ça, c'était des choses qui étaient faites avant par des choses comme les Atomos, donc enregistreurs externes. Donc voilà, maintenant, on intègre toujours plus de choses. On a encore un autofocus qui est meilleur, une stabilisation qui est meilleure. La fonction dont tu parlais tout à l'heure, à savoir attribuer à la bague de l'objectif d'autres fonctions, fallait y penser quand même, mais ça, c'est vraiment ce qu'on aime chez Lumix, c'est qu'ils ne s'endorment pas et ils proposent toujours des nouvelles choses qui vont servir. En plus, ce n'est pas du gadget. Et est-ce que tu penses que la famille est complète ou on risque de voir arriver, selon comment tu sens les choses, hein, un S1H Mark II? Bah, en fait, celui-là, j'ai vraiment aucune info pour de vrai, mais celui-là, tout le monde l'attend depuis très longtemps. Et je me demande si c'est pas quelque chose, voilà, que tout le monde aimerait voir vraiment dédié à 100%. Je sais pas, avec ce que tout le monde attend, il y en a plein qui attendent, c'est par exemple un filtre ND interne. Ça, c'est un peu le rêve pour les réalisateurs, pour les gens justement qui font du run and gun, parce que encore une fois, on réexplique, si on a un filtre ND interne devant le capteur, ça permet d'éviter justement de jouer, à le mettre, à en mettre plein et à changer devant son objectif, quoi. Donc ça, ça c'est encore une fois très pratique. Et puis, mais ouais, tout le monde l'attend. Après, déjà là, ça envoie du très 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 lourd. Il y a de quoi faire, mais tous les usages. Donc après, on devient un peu trop gourmand aussi, quoi. Pour rebondir sur cette question du S1H2, est-ce que tout simplement il y aurait la place pour un tel boîtier? Et est-ce que, moi je me souviens à une époque du micro 4 tiers pas si lointaine, où toi-même, Romain, en France, tu nous présentais un boîtier avec une faible définition, qui était en quelque sorte à l'époque le GH5S, je crois, qui Ouais, était c'est ça. l'équivalent de la 7S3 aujourd'hui, qui est un peu unique sur le marché avec sa très faible définition. Est-ce que finalement, il n'y aurait pas une place pour un capteur, allez, je sais pas, moi, 12 millions parce que là, on est dans le délire un petit peu, on rêve, hein, on balance un peu Bah, des aspirations. Est-ce que c'est pas là peut-être qu'il y aurait quelque chose à faire ou qu'on attendrait un boîtier plein format? le but, en tout cas, ça serait d'avoir, parce que pour ceux qui se posent la question, ça serait d'avoir des photosites plus gros. Et donc, si on a des photosites plus gros, les performances en basse lumière seront exceptionnelles. Donc, déjà, c'est vraiment excellent, plus qu'excellent sur la série S. Mais là, alors ouais, si on tombe sur du 10-12 millions, on aura des photosites plus gros. Et voilà où pourrait être l'intérêt, effectivement. Ouais. Bon, et puis, c'est pas tout, parce que Lumix a dévoilé aussi les contours de cette fameuse grande mise à jour de firmware promise sur 2025, notamment sur son S1R2. Alors, on ne sait pas exactement quand elle va arriver, mais on sait ce qu'elle va faire. Donc, comme promis, l'OpenGate arrive en 8,1K et 7,2K. L'enregistrement en RAW via l'HDMI, le format HEIF en 420 10 bits, le Larry Log C3 via une mise à jour logicielle qui sera payante, une amélioration de l'autofocus avec la détection des sports urbains, le transfert direct des cartes vers le SSD, le Timecom via Bluetooth, les proxys en interne pendant l'enregistrement RAW HDMI et cette fameuse personnalisation de Mac de mise au point qui est active sur cette nouvelle optique qui vient d'être annoncée et qui le sera également sur le 20-60 mm et le 24-105 mm après mise à jour de firmware. Donc voilà. On peut pas dire que vraiment que Lumix, que Pana n'écoute pas, parce que quand tu entends toutes les mises à jour qui arrivent là, toutes les options, toutes les nouvelles options des boîtiers, et notamment, je voulais rebondir sur le timecode par Bluetooth. Ouais, Ça, c'est abstrait vraiment pour les gens, ça. Hein. Mais c'est du progrès, quoi. C'est-à-dire que si on veut synchroniser des caméras, lorsqu'on fait du concert ou quoi, on utilise un timecode. Et du coup, il faut les synchroniser. Souvent, il faut un câble, etc. Et il y a la possibilité d'utiliser maintenant dans les nouvelles générations. Zoom fait ça aussi avec un timecode en Bluetooth. Donc, voilà, on se tourne vers l'avenir. Donc ça, c'est vraiment cool. Et encore une fois, on sort un 24-60 léger et tout, mais en 2.8, ouverture fixe. Parce que nous, on dit depuis longtemps, on connaît les contraintes de fabrication, mais on veut de l'ouverture fixe et quand même assez importante, quoi, du 2.8 minimum.
Juste pour finir là-dessus, tu as raison, Romain, de souligner la générosité de Lumix sur les politiques de mise à jour. Ça a toujours été vrai, Fuji aussi, et on constate quand même, et c'est bien de le rappeler aussi, que Nikon s'y est mis, Sony s'y est mis plus timidement, mais ils le font aussi. Et ça, c'est vraiment une très bonne chose pour tous les utilisateurs, et vive les hybrides pour ça. Ouais, et puis moi j'ai toujours défendu, enfin, pas défendu Lumix par rapport à ça, mais j'ai mis en avant ça parce que c'est même pas, enfin, tu parles de générosité, c'est marrant. Eux, ils disent il faut éviter les frustrations. Et lorsqu'il y a un boîtier qui sort, il y en a un autre qui sort derrière. On aurait pu penser, bah tiens, peut-être que moi j'aurais préféré celui-là. Bah non, t'inquiète pas, je t'amènerai les nouveautés par mise à jour. Donc ça, c'est quand même vraiment bien. Ah ouais, oui, je dis générosité parce que chez d'autres constructeurs notamment, C'est la payant. frustration a pu Mm. arriver en voyant arriver des modèles version 2 ou version Mm. 3 Je suis d'accord. qui auraient pu se contenter d'être des versions mises à jour de la version antérieure. Je Donc comprends, ouais, tout à fait. voilà. Bon, allez, on va clôturer le Flash Actu très orienté Lumix cette semaine sur ces mots.